C'est la semaine sainte. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine politique L'élu de la semaine. Vous le savez déjà, cet hebdomadaire vous emmène un parlementaire toutes les semaines ici. Ça peut être un député national, un député provincial, un conseiller municipal, un sénateur, un gouverneur. Pourquoi pas? Ils viennent ici vous rendre les comptes du mandat que vous leur avez donné dans les assemblées politiques délibérantes. Alors, avant de présenter mon invité, j'ai une proposition à vous faire. Vous allez suivre dans quelques instants une rubrique qu'on a appelée les grandes lignes du Parlement. On revient un peu sur les grandes activités qui ont marqué justement nos assemblées politiques délibérantes. Suivez ceci. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la rubrique consacrée à la brève actualité de nos assemblées politiques délibérantes. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, les présidents des deux chambres hautes du Parlement, Jean-Michel Sama-Lukonde ainsi que Vital Kamerhe, ont participé du 14 au 15 avril 2025 à la 16e conférence des présidents d'Assemblée et des sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Concernant la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs de la FC 123, la déléguée générale de l'APF, Amélia Lafrafi, a réitéré l'engagement de son organisation à poursuivre les efforts de médiation entre les parlementaires de deux pays pour le retour d'une paix durable dans la région. Elle a déploré la multiplicité des conflits armés dans l'espace francophone et leurs conséquences sur la situation humanitaire, les femmes et les enfants étant les plus vulnérables. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama, a donc sollicité et obtenu l'appui de la communauté d'assemblée et section Afrique des assemblées parlementaires francophones aux sanctions contre le Rwanda M23 ainsi que la matérialisation de la résolution 27C3. Durant la même semaine, le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a organisé ce jeudi 27 avril 2025 une plénière consacrée essentiellement à la validation des pouvoirs, à la présentation, examen et recevabilité de la proposition d'édit déterminant les sanctions du domaine de la réglementation relative à la gestion des déchets domestiques dans la ville de Kinshasa, initiée par l'honorable Mubengai Kamanga Socrate. Pour clore, retournons à l'Assemblée nationale. De retour à Kinshasa, la délégation des députés nationaux médecins dépêchés à Bujumbura au Burundi par l'Assemblée nationale pour administrer des soins de santé gratuits aux réfugiés congolais a présenté le rapport de cette mission humanitaire lors de la séance plénière du 17 avril présidée par le professeur Vital Kamerhe. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui dans la rubrique Les grandes lignes du Parlement. Ne quittez pas. Merci de poursuivre votre magazine, l'élu de la semaine. Voilà, merci d'avoir suivi cette rubrique. J'espère qu'elle vous a plu. Eh bien, actualité, gestion politique de la ville-province de Kinshasa. Nous en saurons un peu plus. Nous espérons avoir les réponses, évidemment, avec un député provincial qui nous a fait l'honneur de venir sur ce plateau. Ce n'est pas pour la première fois, en tout cas. Il s'appelle Mon Plaisir Bolokole, élu de la commune de Ngaba, pour le compte du parti cher au chairman Jean-Pierre Bemba Gombo, à qui je dis bonjour, honorable. Bonjour, Madame Naomi Mbonzi. Merci beaucoup. Merci d'accorder votre précieux temps à cette tribune consacrée exclusivement à l'action des parlementaires que vous êtes. Honorable, ça fait déjà 1 an depuis que vous siégez à l'Assemblée provinciale. Vous avez toujours les mêmes aspirations? Bien sûr, Madame, je ne peux pas aborder ma réponse sans vous dire merci. Et vous dire merci parce que c'est pour nous une occasion d'échanger avec la majorité des populations à travers votre plateau, particulièrement réservé aux élus. Je tiens vraiment à vous remercier et puis à remercier toute l'équipe de Social TV. Merci beaucoup. Et alors, vos aspirations à l'Assemblée provinciale ont-ils changé? Vous savez, une année s'est passée, vous avez donc appris, vous avez maintenant la maîtrise, vous savez ce que c'est que d'être un député provincial, ce que cela implique. Oui, une année, nous restons dans la même perspective, nous sommes toujours dans les mêmes attentes. On a élu un exécutif qui travaille jusque-là selon notre vision parce que vous savez que là-bas, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il n'y a pas d'opposition, c'est l'Union sacrée qui dirige et l'ensemble. Vous êtes donc majoritaire. Voilà. Donc, vous avez donc un avantage. 100% Union sacrée. C'est un avantage.
c'est un avantage de changer la ville. Et vous êtes en train de voir avec moi comment les choses essayent un peu de s'améliorer. À quel niveau? Non, mais je dirais à tous les niveaux. Vous savez que la ville province de Kinshasa, si vous me le permettez d'aborder cette question, Allez-y. c'est une ville qui a été mal gérée pendant plus de 25 ans. Vous savez, on a géré cette ville comme si on était en train de gérer sa propre poche. Et l'exécutif actuel, l'Union sacrée, à travers les tickets, le gouverneur et Daniel Bumba Loubaki et puis son vice-gouverneur Edi Yeli Molangi ont hérité une ville enterrés et ils sont en train de se battre pour sortir la ville du gouffre et cela nécessite vraiment un temps. Vous savez, j'ai toujours dit que le changement est un processus et le changement est un domaine réservé aux patients. Et tout ce que je peux dire de mon entrée DG, c'est question de patience, mais on n'est pas si loin de voir le changement venir. On va y revenir. Mais j'aimerais un tout petit peu que vous puissiez partager votre expérience au niveau de l'Assemblée provinciale. Quelles sont les difficultés que rencontrent les députés provinciaux? Puisque vous avez l'avantage d'être à l'Union sacrée, mais est-ce que vous rencontrez également des difficultés pour exécuter votre contrôle sans problème? Jusque-là, je dirais qu'il y a vraiment des difficultés comme tout travail, comme la vie déjà est faite de beaucoup de difficultés. Déjà, la première difficulté, c'est la difficulté liée à la communication. La population congolaise en général ou quinoise en particulier a un problème de communication, de la communication. Les gens s'accrochent aux spéculations, les gens s'accrochent les on-dit, les gens ne veulent pas avoir la bonne information. C'est la première difficulté qui a donné depuis 2006 l'impression comme si les assemblées en général ou comme les élus ne travaillent pas. En particulier les provinciaux. Rien, et surtout les provinciaux. La RI a donné l'information comme si les députés sont souvent au service de l'exécutif, ce qui est faux. Voilà notre première difficulté. Voilà pourquoi on a adopté la stratégie de faire vraiment les vacances parlementaires, c'est-à-dire restituer à la base, on le fait actuellement, après chaque plénière, communiquer à travers nos pages, à travers le média, ce qu'il y a eu pour essayer un peu de donner la bonne information et que cette information prime sur la spéculation ou les spéculations en général. C'est le seul problème que vous rencontrez? Non, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est le problème lié peut-être à l'applicabilité au niveau, vous savez que les assemblées, nous sommes législateurs, nous nous limitons au niveau de la production de textes et le contrôle de ces textes. L'applicabilité ou l'application de ces textes, c'est un domaine de l'exécutif. Et parfois, vous constatez que l'exécutif a du mal à appliquer ce que vous avez proposé comme texte, comme loi et dit au niveau de l'Assemblée provinciale. Et cela n'est pas aussi fait de la mauvaise foi, mais aussi parce que, vous savez, les services publics en RDC, il faut qu'on se les dise, nos services publics ont prouvé ses limites. Il nous faut vraiment de changements, pas seulement de personnes, mais d'état d'esprit pour que nous puissions relever ces problèmes. Parce que quand je suis arrivé à l'Assemblée, j'ai essayé un peu de voir, j'ai consulté les archives pour voir les lois ou soit les édits qui sont disponibles. J'ai trouvé qu'en termes d'édits ou de lois, la RDC fait partie des pays riches en termes de textes. J'ai compris que ce qui poserait problème, ce sont les questions liées à l'applicabilité. Voilà pourquoi cette année, la deuxième année qui commence, on essaye un peu de mettre des cadres de concertation pour essayer un peu avec les sénateurs, les députés nationaux, imposer les nouveaux rythmes, imposer l'applicabilité. L'applicabilité doit s'imposer à tous. Et pour ce faire, on a besoin que chaque institution puisse se mettre ensemble ou se mettre au travail. Parce que vous savez que sans discipline, rien ne sera sérieux. Lorsqu'on parle l'État, il faut dire sérieux. Le sérieux, c'est lorsque vous avez de mesures contraignantes qui bloquent celui qui voudrait aborder dans le sens contraire de ce qui est juste. Je parle de lois ou des édits produits au niveau des assemblées en général. Voilà ce qui a permis, vous savez, nous sommes dans un pays aujourd'hui, tout le monde peut constater, les gens ne respectent pas les textes. Et quand les gens ne savent pas respecter les textes, par conséquent, nous avons des inondations, nous avons de catastrophes, simplement parce que les gens, d'autre part, n'ont pas saisi l'information.
aussi parce que l'exécutif ne s'est pas bien appliqué. Donc les responsabilités sont partagées. Voilà, justement. Voilà ce qu'on a comme des difficultés, mais Justement. Dieu aidant, nous sommes dans la logique de délivrer cette nation et nous pensons que la population n'a pas fait de mauvais choix. Vous êtes dans la logique de délivrer cette nation. Voilà. C'est ce qui m'intéresse le plus, votre logique de délivrance. Voilà. Vous avez déjà commencé vos rites de délivrance alors? Oui, au niveau de votre chef? Tout à fait. Mais de manière globale, de manière générale, vous êtes en le changement provincial au niveau de la province. Vous savez, mon professeur de mathématiques me disait à l'université qu'un exercice complexe n'est rien d'autre que la sommation des exercices simples. C'est ce qui fait l'exercice complexe. Okay. C'est-à-dire, pour résoudre ces genres d'exercices, il faut les résoudre en partie par partie. C'est-à-dire que le changement va commencer chez d'abord en Ngabala où moi je suis élu. Changement d'abord de mentalité, donner la bonne information à la population, rester à tout moment avec la population. Vous savez, ça fait 1 an que je suis député, je ne vis qu'avec ma base, donc je n'ai pas eu le temps de me déplacer parce que nous sommes dans cette logique de délivrance, ce qui veut dire qu'il faut donner la bonne information au bon moment, expliquer ce qui existait avant et ce qui existe actuellement. Donc on ne veut pas être ce genre de députés, de papas sociaux ou papas sociaux, ceux qui ne sont pas présents à l'Assemblée, mais ils sont lors des élections pour présenter des pannes. Et ce sont des comportements ou des attitudes à bannir pour permettre que la nouvelle génération puisse élire les gens sur base de leur moralité et leur éthique, puisqu'il ne faut pas parler de l'intelligence en RDC parce que l'intelligence a failli. L'intelligence a failli. Voilà. Mot d'un jeune député. Voilà. Quelles sont les causes selon vous? Non, mais c'est parce que le genre... Le niveau intellectuel a failli. Non, le niveau, on en a, mais vous savez que l'intelligence, pour parler d'un intellectuel, je prête le mot du professeur Kalouba. En fait, définir l'intelligence ou l'intellectuel, c'est complexe. Donc, être intellectuel, ça va avec beaucoup de choses, entre autres l'intégrité, la bonne moralité. Voilà pourquoi l'intelligence a failli en RDC, parce qu'on a des gens très intelligents mais sans morale. Voilà pourquoi lorsqu'un professeur des universités est nommé, la première des choses, il cherche comment voler l'argent de l'État. Voilà. Honorable, mon plaisir. Nous sommes à Kinshasa aujourd'hui, nous ne parlerons que de Kinshasa, avant d'aller justement dans l'actualité politique des enjeux de l'heure. Kinshasa se détériore. En tout cas, depuis ce nouveau régime, cette nouvelle législature, la vie à Kinshasa se détériore. Les conditions environnementales, surtout, se détériorent. Avant de parler des transports, je vais évidemment parler de ce qui a été l'actualité la semaine passée. C'est la crue des eaux de la rivière Ndjili ont fait des inondations. Il y a eu des pertes de vie humaines, des dégâts matériels énormes. Honorable, absence de l'autorité provinciale. Je commence d'abord par présenter mes sincères condoléances mauvaise gestion à toutes les familles affligées ou assaillies par cette situation. De cœur avec Je suis de cœur avec tous les Kinois. Vous savez que nous sommes élus dans une circonscription, mais pour toute la ville province de Kinshasa ou la RDC. Évidemment. Je suis de cœur avec toutes ces familles. Mais d'abord, je voulais préciser que la ville de Kinshasa a été victime de la crue, comme vous l'avez soulevé. Il y a eu 4 pluies successives qui se sont abattues dans la province du Congo central et par conséquent, il y a 2 rivières qui font jonction, les affluents qui se jettent au niveau de la rivière Ndjili, ce qui a créé des choses. C'est donc ça la bonne explication? Non, là c'est la cause, je parle de la cause des inondations. Ok. Voilà, donc il y a eu 4 pluies au Congo central, il y a eu la crue, où il y a eu des énormes lames d'eau. Là je parle comme un météorologue, comme un environnementaliste aussi. Et ça a créé des problèmes au niveau de Kinshasa. Alors la problématique, c'est comment Kinshasa peut être victime. Vous savez qu'il y a des édits, comme je disais, de mon entrée de jets de loi, qui interdit formellement la construction tout au long de lits des rivières. Voilà pourquoi je vous dis que le gouvernement Bumba n'a rien à voir. Mais lorsqu'on est élu, on hérite et les passifs et les actifs. Au nom de ces principes, voilà pourquoi on parle du gouvernement Bumba et Yeli. Mais en réalité, le gouverneur Daniel Bumba et son fils Yeli n'ont rien à voir avec ça, mais simplement parce qu'il y a 20 ans passés, la ville a été mal gérée. Vous savez qu'au début, quand on a lancé l'opération Coup de poing, parce que vous savez que je faisais partie de cette équipe intelligente qui a travaillé pour le programme du gouvernement Daniel Bumba, voire même le volet environnement, on a levé l'option de détricoter ou de casser
toutes les mauvaises Une constructions. constitution anarchique. Alors, la première barrière, c'est l'exécutif et national provincial. Vous savez, aujourd'hui, les gens font de cette nation une nation des copains. Vous savez, quand la République réfléchit sur la protection de ses populations, il n'y a pas question de copains et copines. Vous voyez, quand vous descendez sur le terrain, vous avez des appels, il y a des intercations à tout moment. National vous adopte. Non, je ne parle pas de l'exécutif national, je parle de tous les exécutifs nationaux, tout comme provincial. Vous savez, pour changer le pays, à un moment, il faut être sincère. Et quand les gens ne sont pas sincères, voilà pourquoi les gens jettent leurs responsabilités à certaines personnes qui sont parfois innocentes. Parce qu'aujourd'hui, Daniel Bumba et Edi Yeli n'ont pas fait une année en tant que gouverneur de la ville-province de Kinshasa. C'est le premier mois d'avril. Vous savez qu'en météo, on parle des sourds depuis voilà, donc les saisons pluvieuses. C'est le premier mois d'avril de l'actuel régime Bumba et Yeli. C'est-à-dire qu'ils ont constaté. Mais si on a moins de catastrophes que prévu, c'est simplement parce qu'au début, il y avait un programme de tirage. Vous savez, je vous parle de Ngaba. Ngaba, on a connu des morts en Ngaba 10 ans passés, relativement aux histoires des inondations de pluie. Mais avec des tirages anticipatifs, aujourd'hui, on parle peut-être seulement du côté Tchang ou un peu du côté Lukunga. Mais 10 ans passés, c'était toute la ville province de Kinshasa. Voilà pourquoi je vous ai dit que le changement était un processus. Mais ce sont les causes qui nous ont amenés. Est-ce qu'on touche au problème ou on veut gérer seulement les conséquences? C'est ça la problématique. Aujourd'hui, nous avons des sinistrés. Et est-ce que demain, on n'en aura pas? Mais pour ne pas avoir les mêmes circonstances, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut simplement casser, il ne faut pas casser, mais il faut revenir à ce qui existe en termes des édits ou de lois. Vous savez, quand on dit que ici, il faut casser. L'honorablement plaisir appelle pour dire, vous voyez, c'est ma soeur, Madame Naomi Mbondi, c'est ma soeur. Donc, la construction de Madame Naomi va exposer la vie des Quinoises et Quinois. Vous voyez le problème, où se situe le problème. Alors, pour s'en passer de cette situation, il faut obligatoirement des initiatives courageuses. Ce ne sont pas des initiatives de Daniel Bumba et Edi Yeli, mais ce sont des initiatives des législateurs. Nous avons des textes qui interdisent la construction à moins de 20 mètres ou à moins de 15 mètres des lits de chaque rivière. Mais aujourd'hui, les gens cohabitent avec la rivière. Et quand il y a des décès, quand il y a des morts, c'est l'exécutif qui est pointé du doigt. Mais les responsabilités sont également partagées parce que cette population qui va construire au bord d'un lit d'une rivière, c'est à elle également d'interpeller. Non, moi, je parle de la population. Vous savez, moi, je parle là comme... Pourquoi vous parlez de la population? Moi, je suis de ceux-là qui pensent d'une république sérieuse. Vous savez, la population, je le parle. Certes, comme vous pouvez dire, elle est responsable, mais moi, je pense que l'État est là pour régulariser. Et quels sont les instruments de la régularité ou de la régularisation de l'État? Qui sont censés intervenir dans ce cas? Alors, non, les conservateurs? Non, c'est l'exécutif, l'autorité qui exécute la loi. L'exécutif a à sa disposition les services publics de l'État. Où est-ce que les gens trouvent les certificats d'enregistrement? Les conservateurs fonciers? Tout à fait, ce sont des gens arrêtés. Comment quelqu'un peut construire en moins de 5 mètres? Parce qu'ils ont leurs documents, cette population. Non, mais quand on dit à la population, ici, on n'achète pas. Mais il va quand même acheter. Non, mais qui lui accorde cette facilité? Parce que la délivrance des certificats, c'est les guichets uniques. Et pour que les guichets uniques puissent délivrer cela, il y a une étude d'experts qui descendent sur le terrain. Lorsqu'on dit à la population qu'il ne faut pas construire ici, et demain la population construit, sûrement la population a corrompu l'État. Voilà pourquoi je parle de la population. Non, il ne faut pas épargner. Non, moi je parle de la population parce que l'État est un régulateur. Moi je parle d'une république sérieuse. Ça ne blague pas. J'ai toujours dit on ne blague pas avec la République. On ne blague pas avec la République. Si l'État dit ici on ne construit pas, on ne construit pas. Mais comment justement l'État dit n'est pas construit, mais toi tu vas vouloir acheter? C'est parce que l'État négocie avec la population. Voilà pourquoi je parle de la population, parce que c'est l'État qui donne même le moyen à la population. Tu vois, les gouverneurs Daniel Bumba et Edi Yeli ont refusé, mais vous savez, on peut voir un ministre au niveau national. C'est comme ça se passe. Vous parlez à un Quinois, plus de 30 ans comme Quinois. L'exécutif reste donc
la cause majeure responsable de ces inondations. C'est l'exécutif le responsable. National et provincial. National et provincial. Moi, je parle de la population. L'État, c'est un régulateur. Quand on dit que ici, c'est un domaine privé de l'État et que ce domaine est vendu, qui peut vendre ces domaines? C'est l'État. Voilà. Vous savez que la population quinoise, la population congolaise en général souffre. Les gens cherchent où s'abriter. S'il y a une opportunité, on lui dit à 1000 $. La population, je disais dès mon entrée de jeu, les gens ne sont pas informés. Mais vous savez que nul n'est censé ignorer la loi. Mais la population n'est pas informée. Lorsque vous vendez à la population cet espace, la population ne sait pas les conséquences. Mais en dépit des conséquences, l'État a déjà l'information qu'il y a un édit ou il y a une loi qui interdit formellement la construction tout au long de l'île des rivières. Donc il faut épargner la population. C'est l'État qui n'aide pas la population. La meilleure façon d'aider ces pays à développer, c'est d'avoir des politiciens sincères, vrais, qui disent des choses de manière vraie. Nous avons connu des arrestations, des emprisonnements, on a perdu plusieurs de nos amis par balle à coup réel. Donc on ne peut pas faire la politique pour flatter. Là c'est dans l'ancien régime. Non, mais avec l'ancien régime, vous savez, mon plaisir a connu tous les géoles de ces pays. Voilà, donc... et quand nous sommes en politique, ce n'est pas pour blaguer, ce n'est pas pour... par complaisance ou pour flatter quelqu'un, au nom de quoi? Donc nous sommes là pour dire des choses telles qu'il faut. Alors vous avez martelé tout à l'heure sur la rigueur de la loi. Voilà. Il faudra donc accentuer cette rigueur auprès de vos pairs qui travaillent dans l'exécutif. Alors au niveau de l'Assemblée provinciale, justement, votre exécutif, comment avez-vous évolué? Il y a une commission qui a été mise en place sur ces désastres. Comment évoluez-vous donc? Oui, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été assaillie comme tout Congolais de cette situation. Elle a voulu le plus vite possible mettre sur pied une commission, normalement pour essayer un peu de voir les causes. Vous savez, là, il parle comme législateur, savoir comment cette situation est gérée ou est en train d'être gérée, et à la fin, peut-être faire des recommandations ou sanctionner si possible. Sanctionner si possible. Ouais. Vous êtes prêt à sanctionner cet exécutif? En fait, quand vous dites que vous êtes prêt à sanctionner l'exécutif, ça donne l'impression comme si c'est spécial ou... Ce n'est pas du tout spécial. Non, c'est notre travail en fait. Nous ne sommes là pas pour sanctionner, nous sommes là pour contrôler. Et quand quelqu'un marche à côté de la plaque, on fait quoi? Ce n'est pas l'Assemblée qui sanctionne, mais ce sont des édits qui sanctionnent. Parce que lorsque vous parlez de l'Assemblée qui va sanctionner, ça donne l'impression de l'acharnement. Non, pas du tout, pas du tout. Vous savez que nous sommes politiques, on tient aux propos. Vous savez que moi, j'ai le droit de dire, mais l'interprétation, ça dépend. Évidemment, pas du tout. Ce n'est pas de l'acharnement, c'est comme vous l'avez dit, c'est votre travail. Voilà. Ok, vous ferez simplement le contrôle. Nous sommes dans le contrôle, d'abord savoir les causes. Identifier certains sinistrés qui ne sont pas encore pris en charge. Une chose qu'on a déjà fait, on a étudié les causes tout à l'heure. Non, mais... Et donc là, on est en train de... Là, je parlais comme un expert, comme chercheur dans le secteur de l'environnement et de la météorologie. Mais là, c'est maintenant l'Assemblée qui va descendre sur le terrain avec plusieurs approches, notamment l'approche politique. Vous faites partie de cette commission-là? Non, je ne fais pas partie de cette commission. Je voudrais bien critiquer les rapports. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu faire partie de la commission, puisque je serai muet lors de la présentation du rapport. Ah, ça n'a pas encore été fait? Non, c'est en train d'être fait. Il y a un direct que je suis en train de suivre, mes collègues que je salis, l'honorable Patricia, l'honorable Diabanza, l'honorable Kebongo du MLC, l'honorable Olivier Niang et ainsi tant d'autres. Ah d'accord. On attendra, donc on vous recevra juste après le rapport de la commission. Je suis hyper disponible. D'accord, honorable. Nous avons été votés pour ça. Merci. Alors, là, on revient sur votre casquette d'expert, comme vous l'avez dit. Donc, quelles sont les mesures préventives à prendre donc pour éviter, comme ça la population va retenir, pour éviter ce genre de désastre? Qu'est-ce qu'on peut faire donc? À part le fait déjà d'accentuer, puisque vous épargnez la population, nous allons accentuer auprès de l'exécutif d'éviter de vendre, par exemple, des terrains autour des lits. Et quoi d'autre? Vous savez, d'abord, il faut vulgariser les dégâts dits aux inondations. Vous savez, non, sur ce point, ne vous en faites pas, ça fait le tour du monde. Non, mais vous savez, les zones touchées par les inondations sont des zones, je dirais, moins urbanisées, où la population qui vit, c'est une population, je dirais humblement, de la basse classe.
Les quartiers ruraux. Voilà, la population n'a pas suffisamment d'informations, peut-être à prendre des courants. Alors, il faut une campagne de sensibilisation dans ces coins, c'est-à-dire des projections de vidéos qui expliquent le danger, présenter le pays qui ont été victimes et expliquer à la population que ça, dans le contexte de préserver la vie, de préserver vos faibles moyens, parce que la construction s'est fait dit au travail. Ils travaillent pour construire et on ne peut pas construire pour perdre demain. Deuxièmement, vulgariser les textes à la fin de ces projections. À la fin, on vulgarise les textes. Voilà ce que dit la loi. C'est-à-dire, lorsque vous acceptez de construire et que demain vous êtes frappé par des inondations, l'État n'est pas victime. Voilà. Vous voyez, ce genre de prédication ou de mobilisation, de vulgarisation des textes fera en sorte que la population se saisisse du danger qui guette ces genres de construction anarchique et aussi de la part de l'exécutif des tirages préventifs. Voyez, nous en environnement, nous parlons de El Nino et la Nina. Ce sont deux années paires et impaires qui justifient d'ailleurs l'augmentation ou cette montée d'eau. Il y a des années comme El Nino où il y a l'augmentation et la Nina où il y a la défaillance en termes. Donc là, nous sommes à El Nino. C'est l'année El Nino. Voilà, nous sommes en El Nino. Et dans d'autres cieux, ça se prévoit. Mais la Métersat aurait fait des annonces. Hein. Mais est-ce que, c'est ce que je dis, la Métersat travaille, mais est-ce que c'est pris en compte? Vous savez, moi j'étais avec mon encadreur quand je passais mon stage. Mon encadreur me disait toujours, il dit, Mobutu, ne sortez pas sans avoir des informations de la météo. Mais aujourd'hui, nous sommes... vous voyez, on a vendu même ces terrains des observations. Oui. L'observatoire, en fait, c'est là où moi j'ai passé mon stage. Oui. Mais je sais qu'un jour, nous y reviendrons pour en parler parce que les gens oublient la quintessence de la météorologie. On ne peut rien faire sans la météo pour établir, vous voyez même des ligues de champions, pour établir le calendrier, on tient compte des temps, des climats. C'est-à-dire, quand il fait beau vivre à Paris, il ne fait pas forcément beau vivre en Russie. C'est-à-dire, ce sont les travaux des météorologues. Pour faire l'agriculture, il faut savoir le niveau d'humidité, excusez-moi les termes techniques, d'humidité du sol. Il y a des éléments à voir comme information. Parce que là où on fait la plantation, je dirais peut-être des oranges, ce n'est pas forcément là où on va faire la plantation des avocats. Vous voyez, donc on a des plantes qui veulent plus d'eau, on a des plantes qui ne veulent pas assez d'eau. Vous voyez, et tout ça, c'est lorsque vous avez des données météorologiques. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut prévenir la ville-province de Kinshasa d'ici 10 ans. Vous voyez aujourd'hui le fleuve Congo, les anciennes vont vous dire que le fleuve Congo, c'était voir même au niveau des poids lourds. 100 ans passés, le fleuve Congo, c'était au niveau des poids lourds. Donc chaque année, nous sommes en train de perdre en termes de millimètres, en fait, la portée ou l'espace de fleuve, des lacs. Et ce sont des informations comme ça à vulgariser. Les élites sont censés s'imprégner de ces genres d'informations pour écrire des textes qui régularisent la société tout en préservant la vie humaine qui est définie d'ailleurs sacrée dans la Constitution. Donc c'est ça ce qu'on peut donner comme l'information, mais malheureusement, les gens sont plus sur ce qui... voyez, les gens exploitent mal les réseaux sociaux dans notre pays et quand vous faites ces genres de publications, vous avez moins de vues. Mais on ne le laissera pas parce que les gens ne veulent pas mon contenu, parce que pour nous, la politique, c'est tout d'abord l'apostolat. L'apostolat, c'est un appel. Ouais. Donc, un conseil alors, un conseil aux Quinois qui ne regardent pas la météo. Non, le conseil, c'est que, pas seulement aux Quinois, mais d'abord aux médias, parce que les Quinois n'ont pas l'information de l'existence de la météo, mais la météo disponibilise ces données aux médias, mais moi je pense que nous sommes en train de préparer un édit qui oblige tous les médias œuvrant dans la ville-province de Kinshasa de commencer leur programme par la météo et le faire chaque 3 heures. Ça c'est mon édit en rédaction. C'est-à-dire on veut obliger cela, ça permettra maintenant à tous les Quinois d'avoir l'idée sur le temps qu'il fera après et comment s'en prendre. Parce que les médias ne vont pas se limiter à donner les temps qu'ils feront, mais à contribuer avec une petite communication relative à comment se comporter pendant ces temps-là.
Parfait. Voilà, Merci honorable. Vous revenez franchement des vacances parlementaires. Hein? Alors, vous avez tenu des activités au niveau de votre fief, Ngaba, une commune que j'aime bien. Mais avant d'en parler, la régie va nous balancer quelques images de ce qu'a été les vacances parlementaires de l'honorable Mon Plaisir, Bolokole. Régie. Bakangi mutu, basengi 100 000. Bobenga ngai, webiso na promettre na réalisaka. Oyo akomeka maji wana lelo tolobi akangi mutu. Basengi 100 000. Ata mutu akuluna, bango bana droit osenga mbongo te. Soki bamoni ke eza na niveau na bango te ba transférer na commune. Soki basengi mbongo, famille oyo baosenga bango mbongo, bozwa numéro na nga, bobenga ngai. Bozoka mamaloba bino nde bakonzi na ngai manda na nango eza ya tata na biso te eza bato anga bande bapesaki nga manda na défendre bango soki basengi yo 100 000 yebisaka ke basengi yo 100 000 naza entièrement disponible pour na samba na ba policier associate nyonso anga bana auditorat ndeko uti kosala na associate Masimanimba na université. Voilà, honorable. Alors, nous avons suivi les images. Un aperçu de votre rapport des vacances parlementaires. Comment c'était? Dans quel état avez-vous trouvé votre fief? Oui, en fait, à chaque fois, je suis sur terrain parce que vous savez, on a fait le vœu de toujours rester avec la base. Vous constatez que je suis en babouche, c'est parce que je vais compatir avec cette population qui est en train de souffrir. Ngaba Chebiso, comme on le dit, vous savez, moi je suis né. L'avantage que cette commune a, la commune a désigné ou a élu quelqu'un qui est né là-bas et il a fait son école primaire, secondaire en Ngaba. Donc, je connais mieux cette commune. Je n'ai même pas besoin de descendre sur le terrain. Voilà pourquoi je suis là chaque jour. Parce que moi, je considère Ngaba comme ma maison, chez moi. Tu ne peux pas dormir à l'extérieur, à moins que vous ayez des vacances, des voyages ailleurs. Mais quand vous êtes au pays, c'est là où moi je vis, c'est dans la commune d'Ngaba. Et on a essayé un peu de comprendre que la population d'Ngaba est déterminée de voir le gouvernement provincial, tout comme national, désenclaver cette belle commune. La commune qui ne fait que 4 km². Donc, la commune n'a pas de la voirie. 4 km seulement. Voilà, 4 km, mais souffre de la voirie. La commune a un problème sérieux de poteaux d'électricité. Les réseaux électriques est vraiment à assainir dans cette commune. Aussi, la question de l'insécurité. Aujourd'hui, la population, on a réussi avec la campagne qu'on a lancée au mois de septembre, qui a été évalué au mois de décembre, on a réussi avec la jeunesse d'Ngaba d'atténuer le phénomène Koulouna. Actuellement, on a un Koulouna présent qui est la police congolaise. Comment ça? Oui, la population actuellement veut même que les Koulouna reprennent, mais pas la police. Pourtant, cette police était mise en place. Comment expliquer que la police soit contre la population? Je n'ai pas compris. Non, mais madame, vous savez, actuellement, le fait déjà d'être un garçon dans la commune d'Ngaba pose problème. C'est une infraction pour certains policiers. C'est-à-dire, on ne dort pas, on nous appelle à temps et à contre-temps que nous sommes arrêtés devant la parcelle. On arrête tout le monde, voire même des pères de famille responsables, parce que le papa a été trouvé avec une jeune fille en train de marcher. Et après, vous constatez que c'était sa propre fille. Mais déjà, le père était déjà amené dans des conditions, vous voyez. Donc aujourd'hui, et puis arrivé sur place, on exige des soldes 100 000, 200 000, 300 000, moi je ne sais pas pourquoi, pour bénéficier d'une certaine liberté. Voilà pourquoi nous interpellons les autorités et aussi la police congolaise d'essayer un peu de professionnaliser davantage dans ces coins. Je ne sais pas si c'est partout. Dans quel quartier exactement? Non, mais toute la commune d'Ngaba, aujourd'hui les gens ont du mal. Je ne sais pas c'est dit à quoi, mais la population préfère les Koulouna que la police. Parce que la police se tourne contre la population. Oui, mais la police devient maintenant un Koulouna qui a un Koulouna armé. Vous voyez déjà le comportement d'un Koulouna maintenant armé. Donc aujourd'hui, je suis en train de jeter ou de lancer mes cris d'alarme parce que demain, on risquerait de voir une population
tourner contre la police qui est armée et ça risque de tuer à balles réelles et il y aura des morts d'hommes. Des accusations graves. Hein. Je vous dis, c'est pas grave, je parle comme un élu, je mandat du peuple, je ne peux pas me sentir à l'aise pendant que ma population souffre. Je ne sais pas si c'est partout, mais au niveau de l'Assemblée, j'ai déjà fait la motion d'information où on a sollicité la mise en place d'un cadre de concertation entre le ministre national de l'Intérieur, la police de la ville-province de Kinshasa et puis le gouverneur de la ville ainsi que la représentation de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour aborder à fond ces problèmes. Vous savez qu'aujourd'hui, le gouverneur est parfois limité. Il y a des généraux qui se comportent comme des roitelets. Donc, le gouverneur instruit et le général s'est dit que moi, je suis redevable au ministre national. Ce sont des fléaux à bannir dans la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, les gouverneurs, c'est sans limiter. Le gouverneur n'a pas des instructions à donner sur un général qui, du reste, est son subalterne. Vous voyez dans quoi on se retrouve aujourd'hui et par conséquent, l'exécutif perd contrôle de la police. Vous voyez, la police répond plus lorsqu'il y a un appel au niveau de l'exécutif que lorsqu'il y a un appel au niveau de l'exécutif national que lorsqu'il y a l'appel au niveau de l'exécutif provincial. La police quinoise. Oui, et le même problème est aussi constaté au niveau des communes. Vous savez, le major affecté aux communes ne respecte pas les bourgmestres. Je vous donnerai certaines informations. Il y a certains majors qui perçoivent même des taxes sur terrain. Donc, ils ont permis à certaines mamans, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour mes mamans, mais il laisse certaines mamans vendre tout au long de la chaussée. Et vous n'imaginez pas les dégâts. Vous voyez, quelqu'un qui peut perdre le contrôle de son volant peut se retrouver, finir sa course sur nos mamans maraîchères, mamans vendeuses, vous voyez. Mais vous ne voyez pas que le problème est également buté à la maman. Mais cette maman qui va vendre au bord de la route. Non, mais quand le bourgmestre instruit, qui est censé exécuter? C'est la police. Mais lorsque le major descend sur terrain, le major dit « Maman paie 500 francs ». Donc, major organisa, donc excusez-moi, mais les majors se sont organisés pour gagner sur les mamans qui sont logées le long de la chaussée. Mais vous dédouanez trop la population sur la prise de conscience de la population. Non, mais moi, je suis l'expression, en fait, je suis la bouche. Vous savez, depuis que j'ai été élu, ma bouche est fermée pour ouvrir la bouche de la population. Donc, Ngaba, c'est une commune qui a au moins 170 000 habitants. Vous voyez, quand je parle là, il ne faut pas prendre ça à la légère. Donc, je ne peux pas m'amuser avec le voix du peuple. Quand je parle, il faut savoir que c'est plus de 100 000 Kinois qui sont en train de parler. D'accord, honorable. Poursuivant, c'est tout pour les remarques que vous avez faites sur la police et consorts, il n'y en a plus? Non, mais ça continue. Voilà pourquoi je réitère ma posture vis-à-vis de la police congolaise et la police quinoise en particulier. Il faut des réformes sérieuses. On va devoir attendre également le cadre de concertation que vous avez mis en place. Oui, oui, je crois que dans une ou 2 semaines, ce cadre sera déjà activé pour que l'on gère autrement la situation sécuritaire dans la ville-province de Kinshasa. C'était tout pour le rapport de vos vacances parlementaires. Non, non, là j'ai abordé la question de la sécurité. J'ai également évoqué la question de l'électricité. Vous savez, lorsque la ville-province de Kinshasa a été alimentée, là je parle aussi comme un ingénieur en électricité. Vous avez plusieurs casquettes, honorables. Oui, parce que tout ce que nous avons à faire, c'est de lire. Très bien. Voilà, donc la ville de Kinshasa, lorsqu'elle a été alimentée, la puissance demandée n'était pas plus de 350 MW. Ah bon? Mais aujourd'hui, c'est les quadruples. Vous savez, cette ville était construite pour regorger moins de 800 000 populations. Oui. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans le plus de 17 millions. Vous voyez? Donc, la ville de Kinshasa, aujourd'hui, nous sommes dans les... Parce que nous sommes, je dirais, 200 fois plus que prévu. Alors, là où c'était une maison de 20 mètres carrés, aujourd'hui, c'est un immeuble qui est là. Donc là où la puissance demandée était de quelques mégawatts, c'est multiplié fois 5, mais toujours avec le même câble électrique, toujours avec la même cabine ou le même transformateur. Et le transformateur ne pouvant plus tenir puisque la puissance demandée est 50 fois plus que la puissance disponible. Et quand vous entrez dans toutes les cabines de Kinshasa, on vous donne une information, bah, brin ici qui. Ça dit brin, c'est-à-dire quoi? Les gens, la SNER a compris que s'il faut utiliser des fusibles avec ces taux de charge,
on ne saura pas acheter des fusibles à tout moment. Et ils ont appliqué une méthode de mettre en place des bras. Et ces bras-là, c'est juste pour préserver. Mais quand vous entrez dans certaines cabines, vous trouvez les taux de charge à 200%. Ouh là là. Déjà, quand c'est à 75%, il faut essouffler les transformateurs, c'est-à-dire appliquer le principe de délestage. Mais aujourd'hui, vous trouvez des cabines, je parle de la cabine Ngaba, je crois, Ngaba 9 sur l'avenue Mawanga, là où je fais mon travail de fin de cycle du graduat pour l'obtention de mon diplôme d'ingénieur A1 en électricité. Vous trouvez une cabine qui fonctionne à 200% des taux de charge, c'est-à-dire la population a le courant qu'une fois la semaine, parce que c'est impossible. Vous voyez, tout ça, il faut y penser. L'assainissement du réseau électrique dans la ville-province de Kinshasa et une nouvelle politique. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai sali la décision de la ministre de Affaires foncières. Les affaires foncières, Madame Akassia. Madame Akassia, c'était une décision de génie. Oui, sur le refus de morceler. Oui, parce que lorsque vous avez 20 sur 20 et que vous morcelez 20 sur 20 à 4 parcelles, c'est-à-dire là où il y avait une seule famille, une télévision, un réchaud, un fer à repasser, et maintenant on a 4 réchauds, 4 télévisions. Les gens ne voient pas l'aspect électrique. Moi, je vous dis, si on continue comme ça, la ville-province de Kinshasa sera dans le noir dans les 5 ans. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque les gens achètent? Où est-ce qu'ils vont trouver l'énergie électrique? Donc, la ville-province de Kinshasa, nous sommes dans l'obligation de réfléchir sur de nouvelles formes d'énergie. Pourquoi pas les éoliennes, pourquoi pas des panneaux solaires, des centrales solaires? Il faut y penser. Donc, il faut laisser le réseau INGA, il faut penser à un autre réseau pour sécuriser la ville-province de Kinshasa. Et puis, ceux qui construisent ces derniers temps doivent avoir déjà l'information qu'il faudra une nouvelle source. Parce que s'il faut se connecter par la même source, il y aura toujours ce problème de taux de charge 4 fois, 5 fois que prévu. Et par conséquent, nous serons dans le noir. Vous imaginez un hôpital qui a des couveuses qui se retrouvent dans le noir. Donc, il faut penser dans ça. Voilà pourquoi j'ai sali la décision de la dame Akassia. Peut-être elle a abordé un seul aspect, mais moi, je vous dis que sur le plan électrique ou énergétique, il nous a vraiment aidé. Pas seulement l'électricité, mais il y a aussi la question de dessert en eau potable. Oui. Je vous dis que Ngaba, si vous êtes dans la direction Lumumba jusqu'à la direction université, l'eau ne coule plus depuis plus de 7 mois ou une année. Pourquoi? Simplement, il y a ces phénomènes-là, ces phénomènes de morcellement. Aujourd'hui, la pression, vous savez, quand on monte en charge, c'est la pression, c'est déjà la loi de Pouillet, donc physique 3e, 4e. C'est proportionnel, donc la pression est inversement proportionnelle à la charge. Donc, c'est ce que je peux donner comme information. Merci, merci beaucoup, honorable. Mon âme est grosse de beaucoup de choses, mais seulement le temps qu'il nous faut des fois. Je pense que je serai là à tout moment. À tout moment, pour, merci. Donner des informations. Voilà, c'est donc la rentrée parlementaire, mais vous avez été secoué par, cette affaire d'inondation au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais à part cette thématique qui va bientôt prendre fin d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez prévu? Quelles sont les matières qui ont été retenues au calendrier de cette session? Oui, il y a d'abord beaucoup de matières. Vous savez, il faut évaluer les budgets qui ont été votés. Il y a beaucoup de projets dédiés aux propositions dédiées qui sont disponibles au niveau de l'Assemblée. Ce sont des matières à traiter, mais aussi la question de la sécurité, la question... Il y a beaucoup de matières qui sont prévues. Je ne saurais pas tout dire, vu que je ne fais pas partie de la conférence des présidents. Et puis, je vous informe que ce calendrier n'est pas encore adopté au niveau de l'Assemblée. Ah, pas encore. Voilà, je crois qu'il sera adopté peut-être demain ou après-demain. Et je reviendrai pour vous dire maintenant les matières qui ont été retenues. Parce que la conférence a fait son travail. C'est maintenant à la souveraineté de la plénière d'adopter. D'accord. Et vous avez prévu, vous avez des projets en vue? Vous avez tout à l'heure indiqué que vous avez un projet sur la météo, quelque chose comme ça. Et quoi d'autre donc? Pour votre compte, hein. J'ai d'abord le premier édit qui a été rédigé depuis en L1, c'était l'obligation de communiquer sur la météorologie. Donc la ville va obliger. On commence au niveau de la ville, mais je vais travailler avec les réseaux de jeunes parlementaires, notamment avec mon ami honorable John Famé, honorable Bazaïba. Donc il y a beaucoup
de députés jeunes que nous sommes en train de travailler pour faire l'applicabilité pour avoir cette loi au niveau national. C'est-à-dire que le Quinois ou les Congolais doivent avoir l'information. Mais les deuxièmes édits, ça porte sur la protection de rivières urbaines. Vous voyez aujourd'hui, nos rivières se sont transformées en décharges publiques. Les gens consomment puis jettent les déchets. La population toujours. Voilà, la population jette parce que la population n'a pas d'information. Vous allez m'excuser, ma défense, j'ai été voté pour ça. Ma défense, je suis venu défendre la population. Mais vous devez également l'éduquer. Mais c'est ce que je fais. Sur terrain, c'est ce que je fais. Okay. Et quand je suis sur terrain, la population dit « Ah, on ne savait pas ». Qui est censé informer? Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Mais la loi aussi doit être vulgarisée. Est-ce que nos lois sont vulgarisées? Peut-être oui, mais pas suffisamment. Voilà pourquoi j'ai constaté qu'aujourd'hui, si la ville-province de Kinshasa souffre ou est victime des inondations, c'est simplement parce que la gestion des déchets pose problème. Voilà pourquoi j'ai rédigé, ensemble avec mon équipe Tenga Bachebiso, on a rédigé sur la protection des rivières urbaines. C'est-à-dire qu'on va, l'édit oblige à l'exécutif provincial de bien éclairer les rivières parce que cette activité est faite la nuit. Voilà pourquoi on a exigé que l'on puisse bien éclairer la rivière, aussi mettre des caméras pour identifier toute personne qui jette les déchets dans la rivière et ces personnes sont sanctionnées d'une amende de plus de 400 000 francs congolais. Ah bon? Et avec l'obligation avec une détention obligatoire de 2 ou 3 jours. Ah bon? Voilà. Quelqu'un qui jette des immondices dans une rivière et tout, il sera sanctionné en pleine amende. Il sera obligé, donc quand vous déversez les déchets dans la rivière, vous n'êtes pas seulement la rivière, aussi des caniveaux. Une fois que vous êtes aperçu, vous êtes dans l'obligation, en fait, selon ma proposition, d'une amende de plus de 400 minimum 400 000 francs congolais, mais avec obligation de passer 3 nuits à la commune. Pourquoi 400 000 francs? Oui, parce que vous savez qu'on ne peut pas aller au-delà. On ne peut pas aussi... L'objectif d'une loi, c'est de contraindre, pas de faire mal, mais de régulariser une situation. On a trouvé le juste milieu qui va permettre que si je paye aujourd'hui, que demain je ne sois pas à mesure de payer ça. Parce que 400 000, c'est trop. Personne ne voudra, dans un mois, de commettre cette infraction plus de 2 fois. Parce que ça lui fera 800 000 francs. Malgré ça, il est obligé de faire 3 jours dans la maison communale avec un très bon traitement prévu. Vous avez de l'eau, vous avez à manger, mais vous ne bougez pas pendant 3 jours. La loi. C'est ce que nous proposons. En fait, moi, je ne suis pas juriste. Oui, je comprends. J'ai fini ma touche sociale et j'ai laissé maintenant le juriste orienté avec une dose juridique. Très bien, honorable, merci. Ensuite, on s'apprête à chuter. Vous avez suivi le débat autour d'une supposée proposition de loi de faire de la RDC un État fédéral. Qu'en pensez-vous? Non, mais je pense comme tout Congolais, en fait, chacun de nous a la liberté de réfléchir, de penser. D'ailleurs, c'est une liberté fondamentale sécurisée par la Constitution congolaise. Mais seulement, je comprends l'adhésion de l'ensemble qui a les soucis du changement de la Constitution. Parce que j'ai eu, il y a 2 mois, 1 mois passé, ensemble était catégorique par rapport au changement de la Constitution. L'opposition, par exemple. Non, je parle d'abord de l'ensemble parce que la personne qui a dit ces propos, la personne qui a émis cette pensée, c'est au cadre de l'ensemble. Je comprends maintenant que l'ensemble a adhéré à la vision du changement de la Constitution, mais seulement l'ensemble ne peut pas nous diper dans ce sens que, vous savez, lorsqu'on parle de fédéralisme, je sais que chaque système a ses avantages et ses inconvénients, mais la problématique le plus important, c'est quand il faut dire ça et quelles sont les motivations qui animent. Moi, je pense qu'il a manqué l'occasion où stratégiquement, il n'a pas voulu parler de la balkanisation et il a évoqué la question d'un État fédéral. Moi, je pense que cette réflexion, pour moi, humblement, je pense que ce n'est pas le moment. C'est pas le moment, mais la population congolaise doit rester calme. Parce que ce qui était prévu n'est pas arrivé. Si aujourd'hui, vous voyez des gens comme notre vieux Olivier Kamita tenir ce genre de propos, et lui qui n'a jamais condamné l'agression rwandaise,
lui qui n'a jamais tenu des propos contre le Rwanda, lui qui n'a jamais tenu des propos contre tous nos agresseurs. Mais aujourd'hui, il revient pour parler du fédéralisme. Pour moi, c'est une victoire républicaine parce qu'ils étaient patients de voir ces régimes chavirer. Ah bon? Voir la RDC être prise en otage pour la deuxième fois par le Rwandais. Mais j'ai sali mon président, j'ai sali d'abord le président de la République et puis j'ai sali le président du Mouvement de libération du Congo, le président, le chairman Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a fait montre d'une, je dirais, d'une grande capacité mobilisatrice, qui a fait montre un degré très élevé du patriotisme, qui a fait en sorte que le chef de l'État s'est trouvé dans la population et ça a rassuré le chef de l'État que je suis en train de militer avec mon peuple. Mais le VPM Bemba est allé trop fort, vous ne trouvez pas? Il est allé trop fort, il a carrément dénoncé l'ancien régime en citant l'ancien président de la République. Comment l'appréhendez-vous? Non, vous savez que... Certains le traitent de... Non, certains disent que c'est un frustré, que voilà, il est en train de régler les comptes du passé. Frustré, au niveau du MLC, vous l'avez donc adopté. Non, mais frustré, pourquoi et contre qui? Parce qu'il a manqué quoi dans sa vie? Vous savez, le président Bemba, c'est le fils d'un richissime. C'est quelqu'un qui a fait une très bonne école. En fait, moi, je suis très content d'être de cette école du MLC. D'ailleurs, tout le monde, d'aucuns remet en cause ces propos que le MLC est une école des intellectuels. Simplement parce qu'on a un leader qui s'est choisi. Vous savez, la capacité ou la grandeur d'un leader, c'est lorsqu'il fait ses choix. Donc, question déjà de voir l'équipe du Mouvement de libération du Congo, vous allez comprendre que le président, c'est quelqu'un de très intelligent. Et le président Bemba doit être frustré contre qui? Parce que le président de la République l'avait dit du haut dans l'une de ses missions en Allemagne. C'est le chef de l'État qui était la première personne à dire que derrière ces agresseurs, il y a le président Kabila. Il y a des images, il faut mettre les images. Et pourquoi quand le président de la République l'a dit, ça n'a pas dérangé? Seulement lorsque le président Jean-Pierre Bemba va emprunter les propos du chef de l'État, ça va déranger. Non, les gens sont hypocrites. Les gens sont hypocrites, les gens sont en train de dire des choses au chef de l'État pour essayer un peu de déranger sa relation républicaine avec son frère, le ministre, le VPM Jean-Pierre Bemba, qui bat un grand travail sur le terrain. L'objectif, c'est de déranger ou de détruire cette unité. Moi, j'ai suivi le match, l'un des matchs des Léopards. J'ai vu comment le chef de l'État est arrivé et puis le chairman est venu. Vous sentez une relation sincère, basée sur les valeurs, sur la protection de l'intégrité nationale. Alors voilà pourquoi ces gens veulent vendre une mauvaise image du président Jean-Pierre Bemba sur les réseaux sociaux pour essayer un peu d'avoir la rupture du mariage MLC ou le président Jean-Pierre Bemba avec la population. Et pour ceux qui disent qu'il n'a pas, que le VPM Bemba n'a pas de leçons à faire à Corneille Nangaa, puisque lui-même a été rebelle à un moment donné, il n'a pas de leçons à faire. Non, mais moi j'ai toujours dit que moi je suis fondamentalement, comme mon président Jean-Pierre Bemba, je suis fondamentalement libéral. Nous sommes fondamentalement démocrates. C'est-à-dire que on juge que chacun de nous a le droit de dire ce qu'il pense. Hein. Mais le président Bemba, dire que le président Bemba n'a pas de leçons à donner à qui? Parce que le MLC n'a pas fait ce que vous appelez rébellion. Le MLC a fait la révolution. Ah. Ouais, je m'explique. Nous sommes en 97. Je ne voudrais pas parler de 94 lorsque tout a commencé avec les histoires des Tutsis et les Hutus. Nous sommes en 97, on nous a parlé de la libération dont les Quinois attendaient avec impatience. Et après, on a compris que ce n'était pas la libération dont voulu, mais c'était l'occupation. Vous voyez, lorsque le président Bemba est arrivé, lorsqu'il a prêté serment, vous avez vu qui, comme étranger, être nommé comme ministre pour le compte du Mouvement de libération du Congo. Nous avons connu c'est lui qui a parlé, le vieux Kamitatu, c'est un Congolais. Nous avons connu les Thomas Louaka, ce sont des Congolais. Nous avons connu le Ebouaki Omer, c'était des Congolais. Mais s'il faut parler de l'AFDEL, lorsque l'AFDEL est venu, qui était le général d'état-major? James Kabare. C'est un Rwandais. Voilà, aujourd'hui il est qui? Il travaille pour le Rwanda, c'est clair. Et le président Bemba n'avait que 36 ans
c'était pas facile de supporter cette humiliation comme tout patriote. Il a dit, je dois faire la révolution. C'était pas contre le Congolais, c'était contre le Rwanda qui occupait illégalement par le trichement de l'AFDEL qui est aujourd'hui le PPRD ou le FCC pour essayer un peu de nous prendre en otage. Et les Congolais étaient dans l'obligation de pouser les deuxièmes, les secondes épouses rwandais pour être promis. Nous avons entendu ce genre d'informations sur qui. Et le président Bemba dit non. Qui représente la RDC au niveau international? Les ministres des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, un Rwandais. Le ministre, beaucoup de ministres, lors où Mouzé est arrivé, c'était des Rwandais, c'était une occupation. Moi, je sais que son âme repose à paix. Mouzé a été content de la révolution ou du combat du président national Jean-Pierre Bemba, parce qu'il se sentait lié. Voilà, même il a dit de ne jamais trahir les Congo. C'est-à-dire on le poussait à trahir la République. L'objectif, ce n'était pas Mouzé. L'objectif, c'était d'imposer un président rwandais dans notre pays. Et le RDC, le MLC, par le trichement de son président, a mené une révolution, a permis en sorte que nous ayons aujourd'hui la Constitution. Parce qu'aujourd'hui, certaines personnes se considèrent pour père de la démocratie. Est-ce qu'ils étaient pour la démocratie? Les gens proposaient à président Bemba des gestions contraires à la démocratie. Mais le président Bemba dit non, 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 non. On ne veut pas d'un pouvoir pris par les armes. On veut un pouvoir émanant de la population. Voilà pourquoi le combat du MLC a pris fin. Je dirais le combat de la révolution. La révolution a pris fin lorsqu'il était question d'organiser des élections. Alors pourquoi comparer ou trouver Nanga dans Jean-Pierre Bemba? Non. Non. Pas du tout. Pas du tout. Nanga, c'est quelqu'un qui s'est retourné contre sa nation, qui veut tuer ce frère. Et je vous confirme que le président Bemba a été acquitté à la CPI de toutes ses charges. C'est-à-dire que pendant plus de 10 ans, des éminents avocats, des éminents juristes ont enquêté sur le crime commis par le mouvement de libération du Congo. Ils ont trouvé que les dossiers étaient vides. Jean-Pierre Bemba n'a jamais tué, n'a jamais tué. C'est ce que dit la Cour pénale internationale. Je vous dis, c'est une haute juridiction. C'est-à-dire, ces éminents professeurs, ces éminents avocats ont dit Bemba n'a jamais tué les Congolais, Bemba n'a jamais fait quoi que ce soit, contrairement à ce qui, par rapport aux lois de la République démocratique du Congo et aux lois internationales. Voilà pourquoi nous les déclarons innocents. Il a été acquitté de toutes ses charges. Maintenant, vous voyez comment les gens tombent chaque jour. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Personne ne peut mentir, même si tu es en train de commettre ou il y aura toujours un petit téléphone qui sera en train de vous prendre des images. Et puis le combat du MLC, c'était des élections. Nous sommes partis, nous avons gagné des élections, mais au nom de la paix, au nom de la vie sacrée des Congolais, le président Jean-Pierre Bemba dit « j'ai accepté l'inacceptable ». Parce que notre armée était forte que l'armée sur place. Le MLC pouvait mener une guerre dans la ville-province de Kinshasa. Mais comme le président Bemba n'est pas sanguinaire, comme le président Bemba n'est pas quelqu'un qui veut la mort, quelqu'un qui n'est pas habitué à tuer, c'est un enfant d'un richissime, il n'a jamais eu même des confrontations avec ses frères, c'est quelqu'un de paix, c'est quelqu'un d'amour de la patrie. Il a dit, j'accepte l'inacceptable. Il savait que c'est un jet, c'est un coup monté des Rwandais, de beaucoup de gens qui veulent la mort de la République démocratique du Congo au profit de la balkanisation. Mais comme je ne veux pas de la guerre, comme je ne veux pas qu'il y ait bain de sang, j'accepte l'inacceptable. Quelqu'un qui a été massivement élu. Il a accepté de partir. Voilà même le coup monté derrière sa personne pour qu'il se retrouve à la CPI. Mais c'était important pour qu'aujourd'hui, les gens aient la bonne information. Que ce n'était pas les avocats de la RDC, parce que certains diraient peut-être que non, ce sont ses amis, ce sont des Congolais, c'est la justice congolaise qui est malade. Mais c'est une justice internationale. Après quoi, il n'y a que la justice divine. Ce que vous avez dit, je suis d'accord. Merci beaucoup, honorable. Merci. En tout cas, nous sommes en train de chuter. Un dernier mot. Dernier mot, je dirais d'abord, je prendrai un dernier mot à deux volets. Premier volet, je dirais... En tout cas, il ne reste plus que 2 minutes. Premier volet, je dirais aux Kinois de nous faire confiance. Nous ne sommes pas venus pour s'hasarder, nous sommes venus pour travailler. D'autant plus que
chaque fois, nous sommes avec eux pour communiquer sur ce qui se passe au niveau de la ville province de Kinshasa. La question des sinistrés est bien gérée au niveau de la ville. Il y a une commission qui travaille sur le terrain pour avoir peut-être d'autres informations qui a échappé à l'exécutif, qui soit patient. Nous les rassurons que les prochaines pluies n'engendront pas le même dégât. On va atténuer les risques, on va atténuer les dégâts. À la population congolaise en général, je dirais à la population congolaise en général de faire confiance au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de réitérer leur confiance qu'ils ont au président du mouvement de libération du Congo. C'est lui qui a laissé. Vous savez, à un moment, tout le monde était désespéré. Vous savez, il y a un journaliste qui a dit que le Jean l'appelait pour avoir le numéro de Corneille Nangaa. C'est-à-dire tout le monde était en train de balancer. Et c'est dans cette période-là que nous avons pris l'avion pour accompagner notre chef. C'était à Isiro, c'était à Buta, c'était à Kisangani, c'était à Kikwiti. Mais le président s'est fait accompagner de qui? Pendant que tous les politiciens cherchaient des visas pour quitter le pays, le président Bemba voyageait avec sa tendre épouse. Le président Bemba voyageait avec ses enfants, voyageait avec nous, ses militants, nous, ses députés. Voyageait avec qui? Voyageait avec tous les cadres du mouvement de libération. On prenait des vols irréguliers pour sensibiliser, pour dire à la population que notre détermination est plus forte que les armes chimiques. Un peuple uni est imbattable. Si on n'a plus des armes pour se battre, on va maintenant se battre avec le dernier espoir. Merci, le dernier espoir, c'est l'espoir de voir nos enfants vivre calmement dans cette nation. Merci beaucoup, honorable. Merci. Le temps nous fait défaut, il y a tellement à dire. Des choses à dire. En tout cas, merci, mais on vous attend pour faire le rapport de vos commissions. Merci beaucoup, honorable. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est fut un plaisir. Restez en paix durant cette semaine, Pascal. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du magazine politique L'Élu. Merci. Comment